Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. On va attaquer donc cette discussion. Je suis ravi d'avoir tous mes copains avec moi pour vous parler de biohacking principalement. On va peut-être se présenter un petit peu nous, et puis on va vous demander aussi un petit peu qui vous êtes. Peut-être ça nous permettra d'affiner les définitions qu'on doit faire ou pas. Donc on vous demandera certaines choses sur ce que vous faites et sur les endroits et les communautés que vous fréquentez. Et puis ensuite, on continuera à discuter tous ensemble. Le but du jeu, c'est que vous ayez un maximum de temps aussi pour nous poser des questions. Donc on va essayer de limiter mon bavardage naturel et puis de vous garder un gros quart d'heure pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Les tags, c'est ceux-là. Principalement Web2D pour ceux qui veulent tweeter, Instagrammer, et puis micro Web2D pour ceux qui veulent jouer avec l'écran ici. Et puis on y va. Hop. Je m'appelle Yann. Depuis la fin du XXe siècle, en général, on m'appelle Chalf, beaucoup en ligne aussi. Je viens de Toulouse, et puis via Bruxelles, j'ai atterri à Lausanne il y a 3 ans et demi maintenant. Les communautés que j'ai cofondées et les lieux que j'ai cofondés aussi, vous les avez ici, c'est leur compte Twitter. La communauté de biohackers, et le labo qui va avec, c'est Aquarium. Et Université, c'est le lieu dans lequel on est installé, qui a d'autres activités, notamment un coworking space et un makerspace. Il y a plein de gens très très cool avec moi, donc on va vous les présenter un petit peu aussi. On commence par Charlotte. Salut Charlotte. Bonjour à tous. Charlotte, que vous pouvez retrouver sur Twitter également, nous vient de Lyon et puis est souvent aussi active à Saint-Étienne. Tu nous diras un peu plus tout à l'heure. La communauté dont tu fais partie des cofondateurs, c'est la Paillasse Saône, à Lyon donc. Et le lieu s'appelle La Mine. Tu peux juste nous dire vite fait, La Mine, la Paillasse Saône, la différence? La Mine est le lieu dans lequel la Paillasse Saône met en place ses activités. C'est un laboratoire de recherche citoyen, ouvert, libre et communautaire. Et la mine se trouve à Villeurbanne, au carrefour entre les résidents, les habitants de Villeurbanne et le campus de la DOUA, qui est le campus scientifique universitaire de Lyon. Est-ce qu'on a des Lyonnais dans la salle? Faites signe. Non, pas de Lyonnais. Il y en avait hier et avant-hier, mais il y a 2 ou 3 événements liés au web aujourd'hui et demain à Lyon, donc ils sont repartis. C'est moche. On a Mishka aussi. Salut Mishka. Salut. Mishka Mello, que vous pouvez retrouver sur Twitter à Élaborateur. Mishka, c'est notre grand globetrotter, on va dire. Le thème, vous allez vite le comprendre, est lié à la francophonie continentale, on va dire. À nous 5, on écume à peu près tous les pays où on parle français en Europe. Mishka est intéressant parce qu'il a fait ses études à Lausanne. Tu es bio-ingénieur de formation, formé à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne. Tu as été aussi actif à Paris, dans le domaine du biohacking, dans d'autres domaines. On en parlera tout à l'heure, notamment avec la Paillasse à Paris. Tu fais des choses à Bruxelles en ce moment et à Nantes. Donc c'est aussi intéressant de voir ton regard sur tous ces différents endroits, les différentes communautés qui vont avec, et puis les points communs et les ressemblances, on va dire ça comme ça. On peut retrouver en ligne les communautés dans lesquelles tu interagis. Donc il y a Foam principalement, enzymenco.com et puis Biomimicry BE. Vu qu'on est parti pour définir pas mal de choses, biomimicry, en bon anglais, c'est le biomimétisme, c'est une de tes spécialités? Oui, le biomimétisme, c'est une méthodologie qui est née il y a très longtemps, selon certains, plus récemment, selon d'autres, mais qui consiste à s'inspirer du vivant pour innover, et notamment, plus spécifiquement, innover du point de vue des technologies écologiques. Okay. Alors, écologie, rapidement, Charlotte, redis-nous un petit peu ta spécialité à toi ou ta formation. Voilà. Alors moi, je ne suis pas du tout biologiste, je suis ingénieure en environnement, en écologie, et je suis aussi urbaniste. Et en fait, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est justement de travailler sur comment la biologie et plusieurs autres disciplines peuvent interagir pour faire de ce monde quelque chose de plus positif pour l'environnement et la société. Donc c'est vrai, on parle de développement durable, qui aujourd'hui est amalgamé, mais voilà. Dans cette intro, on retiendra qu'on peut être biohacker sans être biologiste. Je ne suis pas biologiste. Qui est biologiste dans la salle? Qui se considère comme biologiste? Qui a une formation de biologiste? Donc Mishka, tu peux peut-être lever la main. Qui trie aussi, je pense. Ouais, hein. Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres biologistes dans la salle? Soyez pas timide. 0 biologiste. Là-bas. Ah, je vois pas. Oui, un biologiste. D'accord. Donc c'est bien. Toute cette salle pourra peut-être un jour ou peut déjà se considérer comme biohacker. On n'a pas besoin d'être biologiste pour l'être, en fait.
On va continuer un petit peu nos présentations les uns les autres. Kitri. Qui es-tu, Kitri? Salut. Salut. Tu as un parcours super intéressant parce que tu as une formation qui n'est pas, a priori, on pourrait croire, ton activité principale aujourd'hui. Tu as un doctorat en immunologie. Et aujourd'hui, est-ce que c'est juste si je dis que ta spécialité, c'est la communication scientifique? On peut dire ça comme ça? Comment tu dirais, toi? Moi, comment je dirais pas communication scientifique. Je dirais effectivement un espèce d'hybride entre du média et de la recherche. Ok. Et du coup, à l'heure actuelle, plus de la recherche en biologie directement, peut-être plus sociaux, peut-être, mais voilà, un nouvel hybride. On te retrouve aussi sur Twitter, @KitriL. J'ai mis Paris++, parce que tu habites à Paris. Les communautés et les lieux avec lesquels tu interagis, d'ailleurs ça a sauté, mais c'est La Paillasse à Paris. Donc c'est @La Paillasse si vous voulez les retrouver sur Twitter. Et puis ton projet principal, toi, c'est Biohacking Safari. Et les plus subtils d'entre vous ont remarqué que pour faire du safari, il faut voyager. Et le projet de Kitri, en fait, c'est avec un photographe, Aurélien. Vous avez exploré, on peut dire tous, quasiment la majorité des biohackerspace et des communautés qui vont avec, dans le monde entier. Alors tous, je trouverais ça un peu prétentieux. Mais on est allé en voir pas mal. Effectivement, l'idée de base de ce projet, c'est d'aller sur le terrain, d'aller vraiment à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre des communautés, d'aller dans ces lieux où il se passe des choses, de pouvoir effectivement mettre en lien toutes ces personnes un peu partout dans le monde. Donc on a principalement pour l'instant travaillé en Amérique du Nord et en Europe. Et après, c'est effectivement pouvoir aussi à un autre niveau partager ce qui se fait, pas que dans ces communautés, mais avec tous les gens qui peuvent être intéressés à l'extérieur, de savoir ce qui s'y passe et quelle place éventuellement ils pourraient avoir là-dedans. Puis donc, dans vos compétences respectives avec Aurélien, lui c'est le photographe. On retrouve sur Biohacking Safari des superbes clichés d'Aurélien. Et toi, tu as fait surtout des interviews liées à ces clichés, à ces rencontres. Voilà, exactement. Lui, c'est le photographe et à la base, lui, il vient un petit peu de ce monde hacker. Il a été dans des squats. Moi, pas du tout. Moi, je suis l'académique de service. Et du coup, j'ai été immergée là-dedans. Effectivement, au départ, les compétences que j'ai amenées, c'était ça. C'est cette connaissance de la biologie et puis ce côté journalistique. On reviendra sur le mot journaliste. Et puis le dernier que je ne vous ai pas présenté, c'est Mathieu Gonnet. Mathieu, tu es notre prétexte régional, tu es le local de l'étape, on va dire ça comme ça. Ouais, exactement. Je suis un néo-nantais depuis 1 an. Moi, je suis chercheur académique, une sorte de mercenaire. Je navigue de contrat en contrat. Et j'ai atterri à Nantes récemment. Depuis combien de temps à peu près? Depuis, ça fait 11 mois, 12 mois même que je suis à Nantes, une année. Et j'ai vraiment trouvé un écosystème propice à développer des choses ici. Moi, je suis bioinformaticien, donc ça fait vraiment le lien avec la conférence que certains ont pu voir hier sur le séquençage ADN, où il y a eu un changement dans la biologie, dans la compréhension des génomes, qui fait qu'avant, on avait un facteur limitant qui était le séquençage, où les personnes pouvaient travailler sur un seul gène pendant pratiquement toute leur vie. Donc c'était vraiment le facteur limitant, ce séquençage. Et aujourd'hui, le facteur limitant est plus la capacité à traiter ces génomes et les masses de données importantes. C'était la série de conférences sur les NBIC, on va définir tout ça hier après-midi. Donné par Olivier. Voilà, Olivier entre autres, Olivier Ezrati. Je ne sais pas si tu es dans la salle, Olivier. Non. Olivier, tu es là? Non. Est-ce que certains d'entre vous ont assisté à cette série de conférences et à la table ronde d'hier après-midi? Ok, quelques-uns. Donc effectivement, Olivier Ezrati, qui est un vétéran du Web Today qui vient chaque année depuis 6 ans, a fait 45 minutes de vulgarisation hier sur qu'est-ce que c'est le séquençage ADN. Il se définit lui-même comme un escroc ou un prof de terminale qu'on aurait aimé avoir. C'est faux, c'est pas du tout un escroc. Ces 45 minutes-là, reprenez-les, ceux qui n'étaient pas là hier, en vidéo, quand ça sera disponible sur le site du Web Today. Je ne sais pas si les biologistes sont d'accord, mais c'est le cours de biologie qu'on aurait tous aimé avoir, moi y compris. Puis ça faisait une bonne introduction à la thématique de biohacking, parce qu'on voit quand même que toutes les techniques qui ont été développées pour produire ces séquences et les traiter, en fait, sont issues de réappropriation du vivant pour remâcher le vivant pour le comprendre. Donc on est, je pense, dans la thématique d'aujourd'hui. Il va falloir qu'on détaille tout ça. Ouais. J'ai dit régional de l'étape, les communautés et les lieux auxquels tu es lié, donc c'est l'association Ping qui est active à Nantes depuis une dizaine d'années, je crois, sauf erreur. Ouais, c'est une association qui milite en fait pour la culture du libre dans sa globalité, la pratique partagée aussi bien de lieux que de compétences pour pouvoir se réapproprier les technologies.
Ok. Et donc le lieu que habite cette association et cette communauté, c'est la plateforme C notamment, qui se trouve juste à côté, c'est juste? C'est ça. Si vous voulez faire un petit tour pendant qu'il fait beau, aller prendre l'air, si vous avez un trou entre deux conférences, il vous suffit de suivre le bord de la Loire et de vous rendre vers la Gruge Jaune. Il y a une série de hangars derrière avec le hangar 30, je crois, c'est ça? Hangar 33. 33. On y reviendra tout à l'heure, mais comment ça marche? Il faut prévenir quelqu'un, il faut demander l'autorisation, on peut se pointer quand on veut. C'est un lieu qui est très ouvert, qui adhère à la charte des Fab Labs. Donc c'est lieu de fabrication et vous pouvez venir vous faire expliquer le lieu. On va attaquer sur quelques définitions parce qu'on a dit beaucoup trop de mots. Une importante, je pense, on va revenir sur ça. Est-ce que quand on dit hacking et hacker, certains d'entre vous ne se sentent pas du tout à l'aise avec ces mots-là? Dites-le, n'ayez pas honte. Moi, il y a encore 1 an, avant que je sois vraiment investi dans cette activité-là, c'est des mots que je ne comprenais pas. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir une vraie définition. Il n'y a pas une définition précise, il y en a plusieurs. On va essayer peut-être de détailler, nous, qu'est-ce qu'on entend par ça. N'hésitez pas après dans la partie questions à discuter avec nous là-dessus. Si vous avez une définition différente pour vous, qui correspond à votre vie à vous, si vous voulez mettre ça en parallèle avec peut-être ce qu'on a parfois dans les médias généralistes, on pourra en parler, il n'y a pas de souci. La définition que moi en tout cas j'aime bien, on en a parlé ensemble, on est assez tous d'accord, c'est celle qu'a utilisée Mitch Altman, qui est un gars super important dans nos mouvements. Dans son TEDx, vous pouvez trouver la vidéo en ligne à Bruxelles. Il parle du mouvement des hackerspaces, donc hackerspace, des endroits où on fait du hacking. Et pour lui, donc, le hacking, c'est prendre ce qui existe, l'améliorer du mieux qu'on peut nous, personnellement, et puis ensuite le partager. Ça fait trois domaines très précis. L'intérêt de cette définition, c'est que ce n'est pas limité à un secteur d'activité ou une technologie. Le hacking, et il le dit dans son TEDx, c'est quelque chose qu'on fait sur nous, c'est une façon de s'améliorer nous, et d'améliorer les choses autour de nous. On reviendra peut-être sur la notion d'environnement tout à l'heure. Mais voilà, on va partir sur cette définition-là, a priori. Si quelqu'un a un problème avec celle-là qui parle tout de suite, ça sera plus simple. Non, a priori, ça vous va et vous n'êtes pas choqués. On évacue ça tout de suite. C'est très différent de ce qu'on pourrait appeler le cracking ou les crackers. Ça, c'est les gens qui s'introduisent dans des systèmes informatiques. Très souvent, dans les médias généralistes, il y a une confusion entre ces deux termes. Quand on parle de hacking ou de biohacking, on ne parle pas de piratage informatique. C'est deux choses qui sont très différentes, soyons bien clairs. Une autre définition intéressante dans ce qui nous intéresse, nous, c'est la biologie do-it-yourself, ou DIY, en bon français, bon franglais. La définition qui nous intéresse, nous, en général, c'est une des définitions, c'est celle d'Alessandro Delfanti, qui a écrit un bouquin assez définitif sur quel genre de gens on est et qu'est-ce qu'on fait dans nos communautés, qui s'appelle Biohackers, The Politics of Open Science. Il est disponible de manière libre sur son site en ligne, donc c'est une bonne référence si vous voulez lire quelque chose pour rentrer dans le sujet. Et donc pour lui, la biologie do-it-yourself, c'est utiliser des outils libres et s'affranchir des institutions académiques et de l'industrie. Ça, c'est aussi des points très importants. On peut parler d'indépendance ou pas, ou de dépendance soigneusement choisie. Voilà, ça pose un peu hacking, biohacking. Le lien entre biohacking et biologie do-it-yourself est très ténu, il n'y a pas vraiment de grosses différences. On parle de do-it-yourself parce qu'on est des communautés où on fait des choses. Et on aime bien aussi maintenant aller plus loin, on aime bien le faire avec les autres. Donc on parle aussi de do it with others ou do it together. Donc c'est le côté on fait ensemble. D'abord on doit apprendre à faire nous-mêmes, ou apprendre auprès de ceux qui savent faire, et puis ensuite faire ensemble. Est-ce que sur ces définitions-là, il y a un de vous qui veut rajouter une précision? Est-ce que j'ai été complet? Ouais. Et dans la salle, ça vous semble clair? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris cette base-là? Dites-le aussi tout de suite et je peux détailler, on peut prendre une question maintenant. Ok. On enchaîne alors. Deux autres livres que Charlotte a amenés qui sont assez intéressants. Tu peux peut-être juste rapidement nous dire ce que c'est, Charlotte? On finit sur les... Du coup, on a finalement peu parlé des makers. Voilà, c'est le livre de Chris Anderson qui définit vraiment très largement ce que c'est que les makers. Le mouvement DIY en général. Et le mouvement DIY en général. Il parle un peu de DIY Bio aussi. Et voilà, c'est une belle introduction. Après, ça ne représente pas du tout complètement l'ensemble de nos communautés. Non. Mais c'est un bon point de comparaison. On est des gens qui font beaucoup de choses en ligne, mais on aime bien lire des livres aussi. Donc on va vous en dire encore un dernier, assez intéressant. Ce qu'on fait en général, on a besoin d'un endroit pour le faire dans nos communautés. Et un bouquin qui est sorti cette année, c'est celui d'Antoine Buret, qui s'appelle Tiers-lieux et plus si affinité.
On pourra peut-être revenir là-dessus dans les questions, mais si tu veux dire quelques mots dessus aussi, puisque tu fréquentes Antoine à Saint-Etienne de temps en temps. C'est vrai qu'à Saint-Etienne, ils travaillent beaucoup sur cette notion de tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est le lieu qui n'est ni l'endroit où on travaille, ni l'endroit où on habite, mais finalement, c'est des lieux où on habite et on travaille en même temps, finalement. Ce sont des hackerspaces, ce sont des Fab Labs, ce sont des espaces de coworking. Ce sont des lieux où on se rencontre, des lieux où on peut faire des choses, où on peut inventer, où on peut créer. Voilà, il y a plusieurs aussi définitions du tiers-lieu qui va de la définition sociologique à la définition de la pratique, on va dire. Qui trie dans... Pardon, excuse-moi. Oui, non, mais peut-être qu'on peut dans parler de différents tiers-lieux. Dans la pratique de biohacking Safari, on a cité plusieurs mots: Fab Lab, Hackerspace, Makerspace, Coworking Space. Il y a d'autres mots ou d'autres types d'endroits qu'on n'a pas utilisés où on fait du biohacking? J'ai envie de dire le garage de mon voisin. Ouais. J'ai aussi envie de dire certaines institutions aussi, parce qu'il y a des personnes dans les institutions qui ont envie de faire des trucs et qui n'attendent pas qu'on leur donne la permission pour le faire. Et c'est aussi une forme de biohacking. Voilà, dans le jardin, il y a vraiment plein d'endroits. On entend aussi parler de laboratoires ouverts, de laboratoires communautaires. Donc voilà, on essaye de mettre des définitions en face de chacun de ces mots, mais il faut bien se dire que tout ça, c'est aussi quelque chose qui est en cours, qui se teste, qui s'expérimente. C'est donc de la même façon que tous les gens qui sont impliqués un peu là-dedans font des choses, les définitions, elles collent petit à petit, elles évoluent en fait. Est-ce que dans la salle, certains d'entre vous travaillent le plus souvent, en majorité, depuis un coworking space? C'est mon cas, je ne sais pas si c'est le cas d'autres d'entre vous. Ok. Est-ce que vous connaissez donc on a 2 ou 3 mains qui sont levées seulement. Les organisateurs du Web Today sont aussi les gens qui gèrent un espace de coworking à Nantes. C'est la cantine numérique. Ils font pas mal d'événements aussi. Est-ce que certains d'entre vous y sont déjà allés? Ok, quand même. Donc, vous fréquentez de temps en temps un lieu où on pourrait, ou en tout cas dans un lieu où on fait du biohacking ailleurs dans le monde. Tu as parlé de Plateforme C tout à l'heure, Mathieu, qui est un Fab Lab pour l'instant. Est-ce que c'est un lieu de biohacking? Est-ce que c'est en train de le devenir? Alors, ça a été initié... C'est quoi un Fab Lab déjà? Qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab? On parlait des tiers-lieux, des lieux ouverts où en fait, des gens vont pouvoir se rassembler et échanger. À la base, il y a quand même le prétexte d'avoir accès à des machines et des savoir-faire qui sont donnés par les gens. Plutôt des machines à commande numérique? Pas forcément. C'est vrai que l'exemple un peu typique est les choses high-tech comme les imprimantes 3D ou les découpeuses laser, les CNC. Mais si vous venez à la plateforme C, il y a une machine à coudre, par exemple, si vous avez des ourlets à refaire, ou vous pouvez venir poncer une table. Mais les outils sont au final qu'un prétexte, parce que c'est pas les outils qui font les choses, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Et on a bien vu ça à Plateforme C. En l'occurrence, ça a commencé au départ par la fabrication d'imprimantes 3D, et puis au final, les gens ont eu des besoins un peu plus spécifiques. Certains ont ramené leurs propres machines, les ont partagées, et s'est formé des groupes de gens qui avaient des centres d'intérêt communs. Je noterai par exemple, il y a un groupe de dronistes, donc c'est vrai que c'est assez marrant. Des dronistes? Des dronistes, donc des gens qui construisent des drones, qui les bricolent, qui les font évoluer pour leurs propres usages, qui ne restent pas forcément enfermés en fait, dans un système propriétaire. Il y a également un groupe de réflexion sur les licences libres qu'a intégré Plateforme C et Ping, dont un doctorant qui vient interroger les différentes pratiques au sein de la plateforme et au sein des industries de l'écosystème nantais. Les licences libres, c'est toutes les problématiques de propriété intellectuelle? De propriété intellectuelle et de manière de les partager, parce que c'est pas forcément s'attribuer la propriété de quelque chose parce qu'on l'a fait, mais c'est pour moi plus la capacité à favoriser sa diffusion. On l'a dit tout à l'heure, dans le hacking, intrinsèquement, il y a vraiment cette notion de partage par design, j'ai envie de dire. Donc ouais. Qui dans la salle a déjà mis les pieds à Plateforme C? Ok, tu peux lever la main, Mishka aussi. Nous, on doit encore y aller, on n'a pas encore eu le temps. Ceux qui veulent y aller avec nous, n'hésitez pas à nous faire signe. À la fin, on peut y aller ensemble, soit cet après-midi, soit demain pour ceux qui sont à Nantes, je pense. Demain, je suis pas sûr. Alors cet après-midi, ratez pas votre chance. Si on arrive à faire un petit tour groupé, à la limite, on peut se retrouver en fin de conférence et passer un petit coup de fil pour se faire recevoir à Plateforme C par quelqu'un.
c'est l'occasion pour vous de découvrir. Donc, on est dans la découverte et le partage, donc vous êtes les bienvenus. On a essayé un petit peu de définir certains mots. Maintenant, on va un peu revenir sur une question essentielle, en général dans les cultures numériques, dans la culture startup aussi, qui est la base éditoriale de ce qui se passe au Web Today. Pourquoi nous, on se définit ou pas comme biohackers, ou d'autres mots, quels sont nos parcours personnels qui nous ont menés à ça. Pourquoi parler de biohacking aujourd'hui au Web Today? Il y a déjà eu plusieurs petites incursions, c'est une volonté qu'on a discuté avec l'équipe éditoriale d'en parler de plus en plus. Et puis, qu'est-ce qui fait dans la situation actuelle autour de nous que le biohacking est une nécessité? C'est en tout cas ce qu'on pense, on va essayer de vous l'expliquer. Il y a des enjeux citoyens qu'on doit discuter, et puis il y a aussi tous les enjeux d'éducation, les meilleures façons d'apprendre et d'enseigner. Donc c'est ces thèmes-là qui nous intéressent. Une affiche qui est très connue dans notre mouvement, c'est celle-ci, qui dit « We have always been biohackers », au sens que l'humanité, a priori selon la grande majorité d'entre nous, a toujours eu cette démarche d'essayer d'améliorer le vivant, de s'améliorer soi-même pour progresser. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut détailler un petit peu ça, Kitri peut-être? Oui. Oui, effectivement, il y a cette tendance et cette appellation du biohacking qui est apparue ces dernières années, grosso modo 2009. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on nous dit, mais en fait, il y a toujours des gens qui ont fait des choses avec la biologie, avec le vivant, etc. C'est juste qu'en fait, je me dis qu'on l'avait peut-être un petit peu oublié. C'est devenu une espèce de discipline réservée à un certain groupe de personnes qui ont fait des choses intéressantes, etc. Mais c'est comme si on se rappelait aujourd'hui que nous aussi, on pouvait faire des choses avec ça, et qu'on n'a pas besoin d'être ultra spécialisé pour le faire, que de tout temps, il y a des amateurs, comme on peut les appeler, comme certains les appellent, qui utilisaient la biologie pour faire plein de projets très variés. Et du coup, aujourd'hui, on est juste dans cette continuité-là, en fait. Et l'appellation biohacker, c'est peut-être juste une façon aussi de se le rappeler. Est-ce que la biologie a beaucoup changé ces dernières années? Peut-être plus une question pour nos biologistes. Est-ce que c'est une des explications du fait que le biohacking est devenu un sujet d'actualité? Mishka, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire en tout cas, et je pense que ça soutient un petit peu aussi la croissance du mouvement des biohackers, c'est qu'il y a de l'équipement qui était à une époque réservé à une élite pour des raisons de financement, des grandes entités académiques et industrielles, qui maintenant devient à portée d'investissement, voire est jeté à la poubelle, encore mieux. Et du coup, on peut le récupérer et du coup mener des projets qui étaient jusque-là pas du tout menables dans des garages. Donc je pense que ça, c'est une des variables à prendre en compte. Ça, on peut peut-être détailler un petit peu avec Charlotte et Kitri. Est-ce que c'est dans les lieux où on fait du biohacking, de la biologie citoyenne, est-ce que c'est un élément central, c'est la récupération de matériel? Lequel de vous deux veut commencer? C'est essentiel en fait. Tu peux détailler peut-être plus précisément pour vous à la mine et la paillasse Saône à Lyon? Voilà, alors c'est essentiel déjà tout simplement pour une raison très simple, c'est que faire des choses citoyennes, ça demande du matériel qui parfois est cher, et simplement en récupérer, ça permet de réduire les charges en fait de la structure et de mettre en place des financements pour d'autres choses que simplement du matériel, dont des consommables. Donc voilà, ça c'est la raison la plus simple. Après, il y a aussi qu'est-ce qu'on récupère dans nos lieux? Dans nos lieux, on va récupérer du matériel de biologie, donc des centrifugeuses, de la verrerie, des choses vraiment très très simples. Nous, on a très peu de matériel finalement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on manipule à la mine à Lyon. On ne manipule pas vraiment le vivant en fait aujourd'hui. On travaille avec le vivant, donc on travaille plutôt sur des projets d'agriculture, des projets on utilise les déchets par exemple, donc on utilise la matière organique mais on ne la manipule pas directement. Et donc du coup ce qu'on va récupérer c'est plutôt carrément des meubles, du matériel pour bricoler. On travaille aussi beaucoup avec des Fab Labs pour fabriquer nos propres objets, nos propres outils, nos propres éléments de prototypage. Et donc c'est ce lien en fait entre des matériaux de fabrication et puis de la récupération finalement de rebuts, des choses qui vont aller à la poubelle, qui font qu'on arrive à prototyper des choses finalement de haute technologie avec des choses de récupération. Je vais juste t'arrêter. Tu as dit deux mots qu'il faut qu'on détaille: sciences citoyennes et prototypage. Alors en effet, peut-être quelqu'un veut rebondir sur prototypage. Sciences citoyennes? Sciences citoyennes, c'est un terme qui signifie impliquer les citoyens dans la recherche scientifique. Il y a des exemples assez médiatisés, assez connus, qui sont principalement orientés sur la collecte de données. Je crois aussi qu'une des forces des lieux dans lesquels on gravite et des communautés dans lesquelles on gravite, c'est d'essayer d'ouvrir ce rôle à plus que juste de la collecte de données.
aussi impliquer vraiment, montrer en fait que n'importe qui, même qui n'est pas du tout scientifique de formation, peut assez rapidement comprendre la boucle logique de la recherche scientifique et se mettre à être un véritable chercheur citoyen. Pour le prototypage, c'est typiquement ce qui est fait en Fab Lab, c'est l'idée de produire des objets, des ébauches d'objets à bas coût, avec les matériaux du bord, et d'itérer assez rapidement pour progresser et faire des objets de plus en plus fonctionnels. Cette logique de récupération de matériel est liée aussi au niveau des valeurs et de la philosophie. À Lausanne, typiquement, on a équipé un laboratoire de biologie complet. Il y a même des biologistes professionnels qui viennent nous voir et qui n'ont pas certaines choses qu'on a récupérées gratuitement. Donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Et quand on a besoin de certains matériels, c'est facile à récupérer. On peut le dire comme ça? Est-ce que c'est facile partout, Kitri? Est-ce que c'est une constante ça, dans un territoire donné? Est-ce qu'il faut aller très loin en général dans les lieux que vous avez visités avec Biohacking Safari pour récupérer du matériel qui permet de faire notamment de la biologie et du biohacking? Je pense que c'est pas forcément facile de récupérer du matériel. On en parlait tout à l'heure avec Charlotte. C'est une des questions qui se pose en ce moment, par exemple, à la Paillasse Saône. À la Paillasse Paris, par exemple, au départ, récupérer du matériel, ça a été faire les poubelles des instituts. Aujourd'hui a été mis en place un réseau qui permet de faciliter justement la collecte de matériel, un réseau de biochineurs. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Et de ce que nous, on a pu voir aussi dans d'autres espaces, souvent ce qui se passe aussi, c'est que c'est des gens qui viennent dans ces espaces et qui viennent un peu avec le matériel qu'ils ont eux-mêmes récupéré. Par exemple, si on a effectivement un biologiste qui arrive, il aura récupéré quelque chose dans un labo qu'il connaît. Donc c'est beaucoup aussi par réseau, par connaissance, etc. Et donc c'est l'une des sources primordiales effectivement pour alimenter un lieu. Et l'autre source, effectivement, parce que c'est ce milieu à cœur, c'est de faire soi-même son équipement. Et il y a des projets impressionnants qui ont été réalisés d'équipements parce que justement dans cet espace-là, on avait un biologiste à côté d'un mec qui s'y connaît un peu en électronique. Et là, ils ont fait des équipements qu'on trouve dans des labos, mais ils l'ont fait moins cher et qui marchent bien. D'autres références sur ça, on vous mettra les slides et beaucoup d'autres références en ligne. Vous pourrez les retrouver sur mon compte Twitter par exemple. Je les tweeterai avec les hashtags qui sont là. Un bon exemple qui est suisse mais plus large aussi, c'est le réseau Acteria, comme hacking et comme bacteria à la fin. Acteria.org. Ils ont des gros spécialistes, notamment je pense à Ours, qui est un électronicien, ingénieur de génie et qui fait du matériel de biologie en mode do-it-yourself à très très bas coût et du matériel très performant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut faire du biohacking maintenant. Et alors tu as dit c'est pas facile, je suis d'accord, mais récupérer, on peut le dire, fabriquer soi-même du matériel de biologie pertinent, ça c'est beaucoup plus facile ces dernières années. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu pourquoi, Mishka? Moi, je veux bien rajouter quelque chose à ce propos. Nous, les chercheurs, on est évalués par nos publications scientifiques. C'est un peu une manière de nous évaluer. Et on voit de plus en plus sortir en fait, des publications sur du matériel de laboratoire open source, avec le moyen d'imprimer les pièces, les télécharger et les imprimer avec des imprimantes 3D, ou les concevoir avec totalement en open source. Donc open source, c'est les gens qui produisent ou qui font ces prototypes ou ces produits finis même parfois, qui permettent de faire de la biologie, qui partagent tout. C'est-à-dire qui partagent tout. Donc on n'est plus tributaire. Donc c'est quoi tout? Qu'est-ce qu'ils partagent qui permet aux autres de faire? Alors par exemple la pipette, on peut voir ça dans certaines séries où il y a des scientifiques qui vont prendre un petit peu de liquide. Ces pipettes, maintenant on peut les trouver de manière open source. On va télécharger des fichiers qui sont des modèles 3D, comme vous pourriez modéliser pour un jeu vidéo ou pour modéliser une maison si vous êtes architecte par exemple. Là c'est le même principe, vous avez un modèle 3D de votre pipette et vous pouvez l'imprimer. Donc l'intérêt c'est pour nous les circuits de biohacking, mais c'est également une diffusion des capacités pour les pays en voie de développement de pouvoir s'équiper en matériel à bas coût et pouvoir transposer en fait certaines recherches dans leur écosystème. Ok. Pour l'instant, Kitri, tu as dit que vous aviez surtout visité l'Amérique du Nord et l'Europe. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives en Asie, en Afrique? Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a par exemple, je pense à un collectif qui est à Manille, il y a aussi des personnes à Singapour, en Chine aussi, etc. Donc il y a
Et ça encore, ce sont des personnes qui sont plus officiellement, en tout cas, mentionnées dans ce réseau DIY Bio. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certainement des gens qui font du biohacking en Afrique sur leurs propres problématiques, avec les moyens du bord, et qui doivent faire de très, très jolies choses. Il faut qu'on aille voir là-bas aussi. Et on est allé aussi commencer en Amérique du Sud, en Colombie par exemple, où c'est pas formalisé comme ça peut l'être chez nous ou en Amérique du Nord, mais ils font aussi un certain nombre de projets. Ils commencent à se rassembler. Ils ont aussi besoin d'être inspirés, et on a besoin aussi d'être inspirés par eux. Donc il y a vraiment plein de petites initiatives partout. On va maintenant un petit peu vous détailler quel genre de choses on fait, nous, dans nos communautés, nos lieux, pour que ce soit un peu plus concret, à quelles problématiques on s'attaque, et peut-être aussi pourquoi. Juste pour finir cette introduction sur pourquoi maintenant on fait du biohacking. La référence au mot hacking, on vous a parlé de Mitch Altman tout à l'heure, et du mouvement des hackerspaces. Au début de ce mouvement, ce qu'on faisait dans ces lieux, c'était principalement de l'électronique et de l'informatique. La raison pour laquelle les biologistes qui font du biohacking se réclament de ce mouvement aujourd'hui, c'est qu'on pense que la nécessité sociétale de mieux maîtriser l'informatique, le code notamment, mais aussi le matériel informatique et l'électronique, qui est une compétence nécessaire aux citoyens éclairés, on va dire, du 21e siècle. On pense, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, que la biologie devient aussi une de ces compétences à acquérir pour être un citoyen éclairé du 21e siècle. Si l'un de vous veut avancer là-dessus, peut-être Charlotte, est-ce que c'est une chose importante par rapport à notre environnement, par rapport à nos villes ? C'est très important. En fait, moi, du coup, je ne suis pas du tout biologiste, et justement, j'ai hâte d'en apprendre encore plus et de comprendre vraiment comment aujourd'hui ça fonctionne, comment le vivant fonctionne. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, notamment à la Paillassone, c'est d'inclure cet aspect biologie dans plein d'autres disciplines. Alors, ça peut être des disciplines scientifiques comme la chimie, la physique, l'électronique, etc. Mais c'est aussi des sciences humaines, c'est aussi de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Et c'est de se dire aujourd'hui, en tant que citoyen, comment on peut s'approprier l'ensemble de ces sciences pour réussir à faire des projets plus ambitieux, plus innovants, plus disruptifs et plus positifs finalement pour notre société et évidemment pour notre environnement, parce que ce n'est pas seulement agir sur un élément qui va faire que tout va s'améliorer. On prend un exemple concret. On prend l'exemple de Micrometa. C'est du biogaz, c'est juste ? Voilà, l'objectif de Open Micrometa, c'est un petit prototype qui se base sur un principe très très simple qui est de faire fermenter les déchets organiques, de les transformer en biogaz, un gaz qui du coup peut être utilisé en cuisson dans une cuisine. Ce sont des principes de low-tech, on n'en a pas encore beaucoup parlé, c'est comment produire de la technologie à partir de pratiquement rien, comment faire mieux avec peu. C'est des principes qui sont beaucoup utilisés dans les pays en développement, on en parlait, finalement dans les pays où il y a des difficultés et des problématiques d'accès à plein de choses, à l'énergie, à l'eau, etc. Ils développent des techniques de biohacking, de éco-hacking, etc. Ils détournent les choses pour répondre à leurs propres besoins. Micrometa, c'est ça. C'est une petite équipe qui travaille sur comment transformer nos déchets dans notre cuisine en gaz de cuisson directement dans nos pays où aujourd'hui l'énergie devient de plus en plus chère, parfois de plus en plus difficile d'accès, et où les déchets sont aussi des grosses contraintes et des grosses problématiques environnementales. Un autre projet dont tu voulais nous parler, c'était celui-ci, Open Source Beehives. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement ? À gauche, on voit un peu d'électronique, à droite, une ruche. C'est du biohacking, ça ? C'est une forme de biohacking. L'objectif, c'est encore une fois, de coupler les disciplines, donc l'électronique et le côté écologique des abeilles, enfin les abeilles, de faire en sorte de mettre en place des capteurs dans les ruches, dans plein de ruches, partout dans le monde, pour comprendre ce qui se passe en fait avec les pollinisateurs aujourd'hui. Il y a vraiment une urgence aujourd'hui à protéger les pollinisateurs, dont les abeilles font largement partie. Et ces capteurs, si un jour ils sont répartis partout dans le monde, pourront permettre de capitaliser des données. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la science participative. C'est comment participer en tant que citoyen à des expériences scientifiques de grande ampleur. Collecter des données, les partager, les réutiliser ensemble, c'est ça ? Les réutiliser ensemble, les analyser et ensuite les utiliser pour parler de cette urgence écologique sur les abeilles, etc. En parler, peut-être trouver des solutions aussi ? Et évidemment, trouver des solutions éventuellement. Donc le capteur, il permet de connaître la santé de la ruche. Et ensuite, certains projets visent aussi à analyser en direct
les miels, les pollens, les cires, etc., pour identifier des polluants atmosphériques ou autres qui pourraient être présents dans l'environnement. Un lien qu'on partagera, le code source, donc et électronique et matériel de ce genre de ruche-là, est disponible en ligne sur GitHub. C'est disponible en ligne. On s'inspire. Le projet ne vient pas du tout de nous. C'est vraiment l'open source pur et dur. On s'inspire d'une communauté qui existe déjà, notamment à Barcelone. Le projet se développe aussi à Bordeaux et à Paris, à l'Electrolab. L'idée, c'est aussi de travailler tous ensemble, de reproduire ce qui existe déjà, de l'améliorer et de partir sur des projets qui peuvent être divers, mais du coup complémentaires, et du coup de permettre à ce projet d'être amélioré par plusieurs branches. C'est ce qu'on appelle forker aussi. Du coup, alors, en anglais, to fork. Qui utilise GitHub ici dans la salle? On voit un petit peu. Ok. Beaucoup, en fait. Ouais. Si je dis des bêtises, vous pourrez me reprendre après. L'idée dans le partage libre ou ouvert de données ou de code ou de plans de matériel, c'est qu'on puisse l'améliorer ensuite. Il y a un souci. Ok. Dans GitHub, on peut prendre un projet qui existe et puis en faire une fourche ou une fourchette en anglais secondaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre le projet initial et puis en faire une autre branche qui pourra revenir ensuite dans le giron du projet de départ ou pas. C'est une des façons de pousser la limite du partage de manière facile en ligne. On le dit comme ça? Ok. Un autre exemple, là c'est vers Mishka que je me tourne, de ce qu'on fait, de ce que les biohackers font. Ça c'est ton projet précisément à toi, Mishka. C'est du biomimétisme, ça? C'est ça. En fait, c'est pas seulement mon projet, c'est un projet collaboratif que j'ai fait avec un designer qui s'appelle Gillian Grave, qui est basé à Paris, qui s'intéresse beaucoup au design et à la biologie. Et donc, on a co-conçu donc cette bouilloire. En fait, on est parti d'une bouilloire électrique et on a essayé de démontrer qu'avec le biomimétisme, donc en s'inspirant de plein de sources, plein de systèmes vivants différents, on pouvait rendre plus écologique n'importe quel objet. Donc, on est parti de la bouilloire électrique parce que c'est un objet qu'on connaît tous, assez simple, pas du tout intuitivement lié au vivant. Et donc, en s'inspirant du nautile, du bec de toucan, de l'ours polaire et de la termitière, on a fait donc une bouilloire qui fonctionne au biogaz d'ailleurs et qui produit des économies d'énergie assez significatives. Il y a d'autres exemples de choses sur lesquelles tu as travaillé avec Gillian dans votre TEDx qui s'est passé à Lille, sauf erreur. Exact. Qui a été mis en ligne, on mettra le lien aussi. Ouais, tout à fait. Okay. Un autre exemple dont tu voulais nous parler, puisque c'est aussi ta spécialité, c'est un mélange entre la biologie et l'électronique. Tu travailles sur les piles microbiennes, c'est juste? Alors les piles microbiennes, on va en parler juste après. Mais là, c'est un projet qu'on avait mené à la Paillasse Paris, dont malheureusement la représentante n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, Marie-Sara. C'était à l'époque où la Paillasse Paris était pas encore à Paris, c'était une cave d'un bâtiment désaffecté de la RFF à Vitry-sur-Seine. Et donc là, on a produit un capteur interfaçable avec un ordinateur, capteur de température, dont le matériau est produit par une souche de yogourt, le kéfir de lait, un des nombreux champignons microscopiques présents dans le kéfir de lait. Donc, comme vous pouvez voir sur les images, en fait, les ingrédients, donc en bas à gauche, ont tous été sourcés en pharmacie, supermarché. On a stérilisé ça avec une cocotte minute, comme vous voyez en bas à droite. Matériel de biologie de pointe, donc. Voilà, tout à fait. Et en parlant de matériel de biologie de pointe, en haut à droite, c'est grâce à ça en partie qu'on a commencé à interagir avec Yann. C'est ce qu'on appelle une glove box. C'est une boîte dans laquelle on peut faire une atmosphère contrôlée. Nous, on mettait de l'azote pour éviter d'avoir de l'oxygène. Et donc, cette boîte qui coûte 10 000 € neuve, 1 000 € d'occasion, on l'a fait avec 300 € de matériel sourcé en grande majorité à Leroy Merlin Saint-Denis. Et une petite journée d'assemblage. Donc, pour vous dire que oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais au-delà même de l'impression 3D et des fichiers open source, même juste avec une bonne scie, un marteau et du joint de baignoire, on peut déjà faire des merveilles. Tu as dit que c'est la raison pour laquelle on est rentré en contact. Très souvent, on fonctionne de manière hyper locale dans nos communautés et nos lieux. Donc, je travaille principalement sur des projets qui se passent à Lausanne. Charlotte travaille principalement sur des choses qui se passent à Lyon. Toi, maintenant, c'est différent puisque c'est Bruxelles, Lausanne, Nantes et Paris. Mais on fonctionne en réseau distribué. C'est-à-dire les 20, 25, je parle sous ton contrôle, Kitri, communautés et lieux qu'on a rencontrés l'année dernière à Vienne, en Europe, qui font ça, se parlent,
et échange de l'information. Notamment, si on repère les projets des autres, on va voir, on a facilement les contacts de ceux qui les ont faits et on échange les instructions pour faire la même chose. C'est une façon généralisée de fonctionner dans notre mouvement ou pas ? Oui, c'est assez généralisé. Je dirais qu'en tout cas, les gens essayent effectivement de documenter ce qu'ils font, donc de mettre accessible l'information. Documenter, c'est quoi en fait dans nos milieux et dans notre pratique ? Documenter, c'est un gros challenge, mais qui vaut vraiment le coup. C'est effectivement quand on réalise un projet, c'est raconter, en fait, expliquer, donner l'information de ce qu'on a fait étape après étape, pour que d'autres gens après derrière puissent refaire la même chose, voire changer des petites choses et puis refaire eux leur autre prototype. On peut dire journal de bord ou journal de laboratoire qu'on partage après, c'est ça ? Ouais, c'est mon cahier de labo. Ouais. Ok. Un autre projet sur lequel tu bosses, Mishka, du coup, c'est les fameuses piles microbiennes, j'étais en avance. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est une pile microbienne ? Qu'est-ce que c'est une pile microbienne ? C'est une source d'énergie renouvelable qui est basée sur les bactéries du sol. Il y a certaines bactéries dans le sol qui produisent des électrons quand elles n'ont pas accès à l'oxygène. Donc en général dans des sols un peu compactés, les zones humides. Et donc sur l'image, vous voyez un magnifique modèle qui a été développé à Plateforme C, dans le premier atelier de biohacking qui a été mené là-bas à ma connaissance, organisé entre autres par Julien Bélanger. Et donc on était avec une quinzaine de médiateurs scientifiques qui étaient là pour 2 Days Up, un autre événement phare de Nantes organisé par le CNAM sur la médiation scientifique. Et donc ces 15 personnes n'avaient jamais entendu parler de piles microbiennes 4 heures avant. Et à la fin de l'après-midi, on avait une dizaine de prototypes fonctionnels. Et donc la photo que vous voyez, c'est la belle session de restitution qu'on a fait à la fin de l'atelier, donc pour montrer que c'est des technologies qui peuvent paraître hyper compliquées, qui sont en fait très abordables. La seule chose qu'on a acheté en matériel pour l'atelier, c'est des fils avec des pinces crocodiles. Tout le reste, c'était sourcé plus ou moins dans la poubelle et sur le bord de Loire. Donc voilà, le biohacking est accessible. On aime aller faire les poubelles quand on est biohacker ? Ça dépend qui, mais certains d'entre nous, oui. Je pense qu'en fait, pour le vivant, il n'y a pas de poubelle. C'est-à-dire que le déchet d'une espèce est toujours en fait une source de matière ou d'énergie pour une autre. Et c'est vraiment une philosophie de s'inspirer de ça pour essayer de rendre la société peut-être un petit peu plus pérenne. Et puis voilà, ça me semble bien de s'inspirer du vivant parce qu'on est encore vivant quand même. L'urbaniste écologiste valide ? Pour le vivant, il n'y a pas de poubelle ? Non, je pense que vraiment, c'est la grosse question du biomimétisme aujourd'hui. La circularité, c'est vraiment ce vers quoi on tend aujourd'hui. Circularité, c'est quoi exactement ? Du coup, c'est exactement ça. Comment faire en sorte que ce qu'on appelle nous déchets soient des ressources pour d'autres process, d'autres projets, d'autres produits pour nous-mêmes. Et voilà, c'est de se dire aujourd'hui, il n'y a pas de déchets. On travaille en cycle, et comme ce que fait la nature depuis des millions d'années. Et voilà, et c'est très intéressant de s'en inspirer, et avec un peu de créativité et du coup un peu de contrainte aussi, on arrive très facilement à faire des choses très innovantes. On pourrait vous parler, mais on va manquer de temps, de ce qu'on peut faire avec les déchets de production de bière. Si vous me connaissez déjà ou si vous ne me connaissez pas, vous apprendrez à le savoir. C'est un peu ma grande passion. On peut faire plein de choses avec ce qui est normalement un déchet super dur à éliminer pour les brasseurs, notamment les brasseurs artisanaux. Il y a nos amis qui sont à Paris et ailleurs, notamment Bruno Vitas et le groupe Zone AH. Et puis le nom du projet, c'est Zébu, sauf erreur. On vous mettra tout ça en ligne, mais voilà, si vous vous intéressez à l'économie circulaire, c'est un bon exemple. Et en plus, on parle de bière, c'est toujours une chose cool. Kitri, tu peux nous détailler un petit peu comment vous avez produit du contenu, donc documenter vos visites. Là, on voit un screenshot de la page d'accueil de Biohacking Safari. C'est donc une photo d'Aurélien qui a été prise, tu te rappelles où ? Oui, c'est à Baltimore. C'est un biohackerspace à Baltimore. J'aime bien cette photo en plus, et je vais le dire à ma façon, c'est qu'on a un joli quota. On a des blancs, des noirs et une femme. C'est pas du tout le temps comme ça, mais sur celle-là, ça marche bien. Donc en tout cas, c'est un biohackerspace effectivement à Baltimore, où il y a une équipe qui travaille et qui font notamment pas mal de projets plutôt liés à la génétique, finalement. Et ça aussi, c'est du coup, je rebondis sur ce qui a été dit. On a parlé justement de ce qui a changé en biologie et de cette accessibilité aux équipements et à la technologie. Je pense qu'une des choses aussi qui change drastiquement, et tous les exemples que vous avez montrés le prouvent, c'est que la biologie aujourd'hui est vraiment applicable à plein de domaines. Ça devient quelque chose qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Génétique, etc., c'était des choses classiques, mais aujourd'hui,
cool, hein. Mais disons que biologie, génétique, ça va, ça nous parle. Mais quand on dit biologie, architecture, là déjà, le lien est moins intuitif de base. Et pourtant, ça se développe énormément. Quand on parle de biofabrication, donc de biotextile ou de choses comme ça, voilà. C'est tout ça qui se développe aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui fait que justement, dans ces lieux où on a cette interdisciplinarité qui est là, c'est là effectivement que ça prend tout son sens et qu'on a de vrais projets très intéressants qui peuvent se développer. Et c'est ce que nous, on a vu de par effectivement toutes nos expéditions qu'on continue encore maintenant. Ça, c'est la carte qu'on trouve sur votre site. Donc en gros, ça se présente comment? C'est les points des endroits que vous avez visités. Voilà, et puis quelles autres infos on a du coup? Du coup, c'est là où on est passé. Donc en fait, chaque point correspond à une ville. Et vous pouvez cliquer sur la ville. Et effectivement, vous allez voir en fait des espaces que l'on a pu visiter, espaces ou communautés, parce que toutes les communautés n'ont pas forcément de lieux associés et font quand même des projets. Donc voilà. Donc pour l'instant, vous avez les espaces avec un certain nombre de photos qui vous permettent de voir un peu comment ça se structure, qu'est-ce qui peut s'y passer. On a aussi rajouté des interviews, ça c'était sur notre tout premier travail, des interviews de personnes. L'idée en gros c'était de savoir qui ils étaient, qu'est-ce que c'était que pour eux le biohacking, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ces lieux-là. Juste déjà pour tracer un petit peu ce que c'était, comprendre. Moi c'était personnellement quelque chose que j'avais envie de comprendre et du coup de vouloir partager. Et ça nous a montré effectivement que ce dont on parle, le biohacking, etc., c'est un mouvement avec des points communs très forts. Ces notions de collaboration, ces notions d'ouverture, ces notions de transdisciplinarité, cette envie d'avoir un impact social et de faire des choses qui nous plaisent aussi. Et avec pourtant énormément d'hétérogénéité aussi, avec des espaces et des communautés qui vont être très tournées vers l'éducation ou de la transmission, pour que les gens puissent commencer un peu à bidouiller avec du vivant, à commencer à comprendre ce que c'est, et prendre du recul aussi finalement sur ce qu'ils entendent dans les médias ou par ailleurs. Et à l'extrême inverse, je dirais, si on peut dire un inverse, il y a des espaces au contraire qui, eux, se dédient à la construction de start-up dans des domaines des biotechnologies. Donc on a vraiment ça, et on a des lieux où il y a les deux. Donc c'est vraiment très hétérogène en termes aussi d'objectifs, et beaucoup de choses qui sont testées et expérimentées à l'heure actuelle. Là, on est d'accord, tu ne parles pas que d'une réalité nord-américaine. Hein. Le lien entre gens qui veulent apprendre et enseigner la biologie autrement, en dehors de l'institution ou de l'industrie, et des start-upers qui veulent, grâce à ces nouvelles connaissances qu'ils viennent d'acquérir, ou ces gens qui font de la biologie qui viennent de rencontrer dans ces lieux et ces communautés, qui lancent aussi des business. On est d'accord? Oui, complètement. C'est pas du tout nord-américain centré. En Europe, c'est effectivement la même chose. Hein. On en a des exemples, par exemple à la VAR Society, ils organisent... La VAR Society, c'est Amsterdam, tout à fait. Ils font plein de choses, et notamment ils ont organisé cette année une Biohack Academy. Donc justement, c'était des cours réguliers pour apprendre plein de choses, à fabriquer un peu d'équipement, à travailler sur un projet, voilà, commencer à se familiariser avec la biologie. Beaucoup de designers étaient présents a priori. Et en parallèle, on a aussi d'autres gens qui ont lancé une start-up, par exemple, en ce moment. Ils y travaillent, en tout cas, sur un prototype de diagnostic pour détecter la présence de paludisme. Donc, effectivement, même en Europe, on a cette diversité également. On voulait aborder avec vous, et entre nous aussi, mais tous ensemble, pas seulement nous sur scène. L'idée, c'est si vous voulez participer à la suite de cette conversation, faites-le. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer au niveau du micro et de la régie. Je ne sais pas ce qui a été prévu. Est-ce qu'on a un micro dans la salle ou pas, au final? Pas sûr. Si jamais vous avez une question, vous la posez, je la relayerai. Ou peut-être que on pourra passer un micro. Moi, je peux vous filer mon micro. Le premier sujet dont on voulait parler, sur lequel on voulait rebondir un petit peu, on parle d'endroits où on fait de la science autrement. Il y a un mot tarte à la crème qui revient souvent quand on dit science ou technologie, c'est innovation. Donc la question qu'on voulait se poser, c'est est-ce qu'on fait de l'innovation dans nos lieux? Qu'est-ce que c'est l'innovation d'après nous, ou de manière générale? Et puis, on a parlé des projets, mais voilà, qu'est-ce que c'est l'innovation dans un cadre où c'est des citoyens passionnés qui essayent de chercher et d'innover? Qui veut bien réagir là-dessus? Oui. Parce que tout dépend toujours comment on définit l'innovation. Mais comment tu l'as définie, toi? La définition avec laquelle je suis le plus familier, c'est celle de l'idée d'apporter une invention sur un marché. Dans ce cas-là, on fait l'innovation, mais pas seulement, parce que je pense qu'on est assez nombreux dans cette communauté à aussi remettre un peu en question le rôle central du marché et à essayer de trouver d'autres types de modèles de diffusion de technologie, d'autres types de modèles plus où les citoyens pourraient avoir justement plus de facilité à faire des forks de la technologie, avoir plus accès à comment elle fonctionne, avoir accès à la capacité de la produire. Donc on fait l'innovation, mais pas seulement. Mais pas seulement. Je
Charlotte? Peut-être juste pour ajouter quelque chose, je pense que souvent quand on pense innovation technologique. Et moi j'ai l'impression que dans nos lieux, on fait aussi beaucoup d'innovation sociale. C'est quoi l'innovation sociale? Alors du coup, c'est exactement ce que disait Mishka. L'idée, c'est vraiment de répondre à nos propres besoins finalement sociaux et d'utiliser des organisations nouvelles, des financements nouveaux aussi, c'est important, et des technologies nouvelles, et de se servir de ce qu'on a aujourd'hui. On parlait de low-tech. C'est une forme d'innovation sociale, dans le sens où on va essayer de répondre à nos propres besoins sociaux à partir de ce qu'on a à disposition. Et ce qu'on a à disposition, c'est du matériel, mais c'est aussi de l'organisationnel, et c'est aussi les compétences avec lesquelles on interagit. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est complètement ça. Effectivement, innovation, moi ce que je vois dans ces espaces, c'est que donc il y a des innovations technologiques pour beaucoup qui ont encore à faire leurs preuves. Ça, on va voir aussi ce que ça va donner dans les années qui viennent, hein, faut le dire. Mais il y a une innovation en termes d'apprentissage et d'éducation, je pense, parce qu'on est dans de la transmission pair à pair, et ça se fait pas partout. Donc je pense que là aussi, il y a quelque chose qui se passe. Et ces lieux-là travaillent finalement de façon plus ou moins directe, mais sur cette innovation-là. Et après, je vois aussi en termes de parcours personnel, je pense que là aussi où ces lieux ont une grande force, c'est individuellement, chaque personne qui y passe, c'est une nouvelle façon, une autre façon aussi d'orienter son parcours, d'apprendre et de structurer aussi ce qu'on a envie de développer, ce qu'on a envie de faire. Donc là, je crois qu'il y a un fort impact. Être entrepreneur, c'est un état dont on discute souvent au Web Today. Qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Qu'est-ce que c'est être entrepreneur avec les technologies numériques? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, au sens leur personnalité profonde, dans nos communautés? Oui. Ah, j'ai cru qu'il y avait un souci avec l'écran, pardon. Quel genre d'entrepreneur? Il y a tout type d'entrepreneurs. C'est encore une fois, tout dépend de ce qu'on. Est-ce que entrepreneur c'est start-upper? Oui, il y a des start-uppers, c'est sûr. Comme le disait Kitri tout à l'heure, il y a plein de gens qui viennent monter leurs projets pour en faire des projets économiques qui puissent être mis sur le marché. Il y a des entrepreneurs aussi dans le sens où c'est des gens qui viennent apprendre pour développer des nouvelles compétences et pouvoir derrière proposer des nouvelles choses pour notre société. Il y a plein d'autres gens que des entrepreneurs. Il y a plein de gens qui entreprennent simplement des projets sans. Voilà. Oui, c'est ça, c'est entreprendre aussi sans le savoir. Simplement, voilà. Alors, entreprise, grosse entreprise, il y a une question sur Twitter. Quelle relation est-ce qu'on entretient dans nos lieux, nos communautés avec les industries en place? Est-ce qu'on travaille avec eux, contre eux, à côté d'eux? Qui veut réagir là-dessus? Je crois que ça dépend beaucoup des lieux et Kitri pourra aussi élaborer là-dessus. Mais je pense que la porte n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte. Et l'idée est aussi de voir comment on peut faire des modèles qui permettent à la fois à ces lieux qui ont beaucoup de valeur en termes d'innovation, en termes de croisement de disciplines, peuvent être rétribués pour la valeur qu'ils créent justement aux grandes industries qui seraient intéressées à collaborer. Il y a beaucoup de réflexions très intéressantes qui se posent dans ces environnements-là. Il y en a qui sont très très réfractaires et qui vont vraiment focaliser sur de la technologie en bien commun, volontairement bannir tout usage commercial. D'autres qui vont essayer d'ouvrir la porte et voilà, essayer de comprendre comment on peut faire. Pour un exemple concret à Lausanne, nous on a des industriels de la pharma et de la biologie en général qui ont été ravis de nous donner du matos qui stockait, du matos neuf ou presque. Donc on peut avoir des bonnes relations avec l'industrie, on peut travailler avec eux ou à côté d'eux. De manière générale, je pense que dans nos communautés, on n'est pas dans l'anti, on est dans le autrement. Il y a une question par rapport à ça, oui. Peut-être. Bonjour. Donc voilà, la question c'est par rapport à la législation, comment est-ce qu'on se pose? C'est ça, je suppose que c'est une grande partie de votre travail, en fait, votre relation à la loi en place. En fait, j'ai un secret. Pays. En fait, non. D'accord. Quelqu'un d'entre vous veut répondre là-dessus ou je le fais? Vas-y. Ouais. Il y a des règles qui sont très claires sur ce qu'on peut faire ou pas dans un laboratoire de biologie. Typiquement, le standard, je passe sous votre contrôle, c'est l'OMS qui le pose, donc l'Organisation mondiale de la santé. Il y a différents niveaux de sécurité biologique. Donc, est-ce que ton laboratoire dans lequel tu fais de la biologie a le niveau 1, 2, 3 ou 4 par ordre de contrainte? Le niveau 1, c'est le niveau de base pour faire notamment de la modification génétique de bactéries ou de levures dans ton laboratoire. La presque totalité des laboratoires de biohacking en Europe n'ont même pas ce niveau-là. Il y a un laboratoire pour l'instant, c'est à Graz, en Autriche. C'est donc Olga, Open Laboratory Graz, Autriche, je pense. Open Biolab,
Ouais, on mettra la référence. Eux ont le niveau 1, donc ils peuvent faire de la modification génétique en laboratoire. Tous les autres, donc les plus de 20 communautés et labos en Europe, même la War Society qui est là depuis très longtemps, n'ont pas ce niveau-là. Et on peut faire plein de biologie sans être déjà cherché à atteindre ce niveau-là. Pour monter l'échelle, le niveau 4 de sécurité biologique, c'est ce qu'il faut comme équipement et comme pratique pour traiter le virus Ebola, par exemple, en laboratoire. Donc on en est très loin et c'est en général pas notre sujet dans nos communautés. Il y a un cadre juridique qui s'applique, qui n'est pas une contrainte pour nous. Faire de la biologie, c'est à peu près la même chose que faire quelque chose dans ta cuisine. La biologie et la chimie, c'est des choses, en fait, on est en contact avec tous les jours. On parlait de fouiller les poubelles tout à l'heure. Il n'y a pas de respect ou pas d'une loi, a priori, par rapport à ça. Il y a du bon sens, c'est aller voir les gens avant de prendre quelque chose qu'ils ont jeté, par exemple. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, donc dis-le, mais ce n'est pas du tout une grosse partie de notre travail de se poser la question est-ce qu'on est dans la loi ou pas. Les lois qui nous concernent, en tout cas pour l'instant, dans nos communautés, dans leur réalité aujourd'hui, elles sont super simples. Et même atteindre le niveau 1 de biologie, c'est juste respecter des bonnes pratiques de laboratoire dans l'autoclavage, donc c'est la stérilisation de nos déchets pour qu'il n'y ait pas de choses qu'on a fait en laboratoire qui sortent. Donc c'est super simple en vrai. Il n'y a pas un gros problème légal auquel on est confronté. Pour rester sur le côté international, ouais. J'ai une question pour Kitri concernant le biohacking safari. Comment vous procédez pour les enquêtes internationales? Est-ce que vous prenez en contact avant avec les biohackers locaux et vous envoyez quelqu'un ensuite, ou vous envoyez quelqu'un qui va voir sur le terrain ce qui se passe? Vous avez parlé d'Autriche. Moi, je serai en Autriche dans 5 semaines. Je passerai en Allemagne, peut-être jusqu'à Budapest si le vélo roule bien. Voilà, ça m'intéresserait par exemple de participer. Quelles sont les compétences? Ou est-ce qu'il faut déjà un background de biologiste ou... Voilà. Comment on a procédé jusqu'à maintenant? On était 2 et on a travaillé à 2. C'était vraiment la construction de l'histoire. Donc on allait sur le terrain soit ensemble, soit juste Aurélien, soit juste moi, avec chacun nos compétences. Donc lui de photographe et cette capacité justement à rentrer aussi dans les lieux. C'est pas forcément toujours évident de rentrer dans les lieux. Et moi, pareil, je pouvais l'y aider. Comment on a procédé? C'était des fois, il a fallu juste rentrer. Il y a d'autres fois où on a contacté les gens en amont. Après, au bout d'un moment aussi, il y a des personnes qui nous mettaient en contact avec d'autres personnes. Donc ça s'est fait relativement comme ça. Et après, justement, nous, notre envie aussi aujourd'hui, c'est de continuer ce travail-là, mais effectivement, c'est de pouvoir aussi que d'autres personnes qui veulent partir en expédition, etc., puissent aussi collaborer avec nous et qu'on puisse compléter cette carte, quoi, avec plein de contenu, etc. Donc, tout à fait partante pour en discuter avec toi après. Et le fait d'être biologiste n'est du coup pas la qualité de base pour pouvoir y rentrer, puisque en l'occurrence mon partenaire n'est pas du tout. Donc non, au contraire, ça donne un autre regard, et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est justement l'idée, c'est aussi de construire notre propre média. Quand je dis notre, c'est pas juste à nous deux, mais c'est notre média avec chacun aussi un petit peu la propre façon d'apporter, notre façon de partager les infos et de questionner ce qui se passe. On arrive un peu à la limite du temps. Je ne voudrais pas prendre trop de temps à Didier qui arrive après nous. Il y a d'autres questions qu'il faudrait traiter, qu'on viendra peut-être traiter l'an prochain. On discutera avec l'équipe éditoriale, qui sont traitées de manière générale dans nos communautés. Quels échecs? Parce qu'on est des communautés assez jeunes, mais il y a déjà des leçons à tirer, des choses qu'on a essayées et qu'on n'a pas réussi. On est des gens qui aiment beaucoup se planter et se planter vite et souvent, parce que ça nous permet de recommencer à faire d'autres bêtises en fait. Au niveau des besoins, rapidement, je le dis juste vite fait, il y a souvent un angle journalistique, le plus grand, le premier lieu. En général, ils parlent de nos lieux, les journalistes, ils aiment bien ça. Je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle. Honnêtement, ça nous ennuie. Qui a ouvert en premier tel lieu à tel endroit? Dans nos communautés, dans notre pratique, on s'en fout complètement. On a un grand respect pour les premiers qui font quelque chose dans nos communautés parce qu'on va les voir, on va leur poser des questions. Mais qui est le premier, ça n'a aucun intérêt. Qui est le plus grand, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc on s'en fout de savoir. Dans mon lieu, cette semaine, on a encore quelqu'un pour les 1 an qui a titré le plus grand laboratoire communautaire d'Europe, ce qui, 1, est faux, et 2, on ne se définit pas comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose, mais c'est peut-être un échec de com sur notre mouvement en ce moment. C'est un sujet qu'il faudrait peut-être traiter. Ouais. Un autre sujet, on a essayé, vous le voyez, très souvent, il y a une image de la biologie où il n'y a pas assez, de la science en général, où il n'y a pas ou peu de femmes. C'est aussi parfois une réalité dans plein de labos.
Dans nos communautés, il n'y a pas majoritairement des femmes. On fait partie des communautés de chercheurs, de scientifiques, de jeunes scientifiques qui essayent de changer ça. C'est important pour nous aussi. J'adorerais que ce soit une femme qui anime la discussion l'an prochain. Et puis cette question-là, surtout, en un mot, oui. Surtout si vous n'êtes ni chercheur, ni ingénieur, ni informaticien, ni start-upper, venez jouer, venez faire du biohacking. Ça, c'est super important parce que c'est fait pour vous, si vous n'êtes pas tout ça. On va conclure sur ça. On lance la suite de la discussion. On vous a parlé hier du panel NBIC. C'est facile à googler ou à aller sur Wikipédia. Didier était dans ce panel hier. Didier est le porte-parole de l'Association française de transhumanisme. C'est lui qui va nous présenter quelque chose maintenant. Et il y a dans nos mouvements une grande partie de ce qu'on fait qui est liée au faire. On essaie de vous parler un petit peu de nos projets et de ce qu'on fait. Didier est intéressant parce qu'il ramène souvent dans la discussion, c'était le cas hier, un aspect philosophique. Et puis aujourd'hui, il veut nous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de la santé et de la santé connectée avec les collecteurs de données qu'on a dans nos poches, nos smartphones. Donc on va lui laisser la place. Merci beaucoup à vous d'être venus.